Philippe Darrier, bonjour. Vous êtes professeur à la faculté d'œnologie de Bordeaux, donc Université Bordeaux 2. Vous venez d'intervenir dans le cadre des itinéraires de la qualité sur quelle contribution de la recherche œnologique à la qualité des vins. Est-ce que vous pouvez nous en dire les points marquants et les perspectives? Alors, sur cette intervention, d'abord, je voudrais faire un petit point d'histoire, considérant le fait qu'avant l'œnologie, il y a eu une démarche qualité des gens qui nous ont précédés. Et il y a eu des crus qui ont été créés, il y a eu des pratiques qui ont été développées, des pratiques très importantes pour la qualité des vins aujourd'hui, la pratique du soutirage des vins de barrique à barrique, la pratique de traitement des barriques pour les désinfecter avec des mèches de soufre, la pratique de collage avec le blanc d'œuf. Toutes ces pratiques sont apparues dans le courant du XVIIIe siècle ou avant et ont largement contribué à la qualité des vins de l'époque. Mais en même temps, quand on analyse la situation au milieu du XIXe siècle, on se rend compte qu'énormément de vins sont affectés par des altérations graves de leur qualité, avec des maladies qu'on ne connaît pas ou plus maintenant, les maladies de la tourne, les maladies de l'amertume. Bien sûr, il y a les piqûres lactiques, piqûres acétiques qui sont très importantes, mais il y a ces autres maladies. Donc l'œnologie, ça va démarrer avec quelques scientifiques, en particulier Louis Pasteur, donc sollicité par Napoléon III pour améliorer la qualité des vins français. Donc on est à la moitié du 19e Voilà, siècle 1863 précisément, hein, donc Napoléon III est sollicité et il va se pencher sur le sujet avec son regard de scientifique et puis aussi ses qualités d'observateur, en particulier en intégrant les connaissances empiriques accumulées par les praticiens. Et ce qui est remarquable, c'est que Louis Pasteur, après d'autres chercheurs, vont en fait faire une synthèse pour aboutir à des connaissances majeures sur l'élaboration des vins, sur leur conservation. Donc il y a 3 points clés. Le premier, c'est Pasteur qui démontre que c'est la levure qui fait la fermentation alcoolique, point qui a été discuté préalablement. Ensuite, Pasteur montre que l'oxygène impacte sur l'évolution qualitative des vins de manière favorable ou de manière défavorable. Et puis, là, il se trompe et il montre que les bactéries ont un caractère exclusivement préjudiciable. Alors, il se trompe parce que 100 ans plus tard, approximativement, Émile Pénaud et Jean-Louis Rougaillon démontreront les bienfaits de la fermentation malolactique. Toujours est-il qu'avec l'approche de Pasteur, qui concerne cette approche d'observation, de construction d'hypothèses, de vérification par des expérimentations, mais aussi associée à une science vraiment solide, eh bien, on est au balbutiement de l'œnologie, hein, on est au début de la science œnologique. Alors, il y a d'autres personnes qui l'avaient précédé, comme Lavoisier, Chaptal, Gay-Lussac aussi, dont on a gardé pendant longtemps référence au degré alcoolique, hein, le degré Gay-Lussac. Alors, cette démarche pasteurienne donc, se transmet donc, pendant tout le XXe siècle pour des travaux qui concernent principalement la solution à des problèmes que connaissent les vins. Donc, en particulier à Bordeaux, Ulysse Gaillon, puis Jean-Robert Gaillon se penchent sur des problèmes de limpidité des vins, donc dû à des casses, donc les casses oxydasiques, les casses sphériques, les casses cuivreuses. Donc, c'est des problèmes qui étaient majeurs à l'époque et qui faisaient que les vins, dans leur qualité marchande, étaient souvent décriés, critiqués. Et donc, ils développent des protocoles, ils trouvent des solutions et finalement, ils s'intéressent, en résolvant ces problèmes petit à petit, à d'autres aspects qui sont plus en amont, c'est-à-dire améliorer le déroulement des fermentations et puis essayer de comprendre aussi ce qui, dans le raisin, constitue des éléments de la qualité du futur vin. Voilà, donc petit à petit, il y a cette démarche qui va, depuis le vin à stabiliser, vers le raisin. Donc parmi les points marquants, c'est la maîtrise de la fermentation malolactique, l'analyse des composants de la couleur, l'analyse sensorielle, hein, qui est évoquée par Jean-Robert Rougaillon dès 1947. Alors, à la suite de ce contexte, finalement, l'œnologie, en tant que recherche, donc, décline son activité très clairement dans l'amélioration, la valorisation de la qualité des vins. Et c'est aujourd'hui les objets de la recherche œnologique, tels qu'ils se déroulent à l'IASV, à Bordeaux ou dans d'autres centres, c'est véritablement de contribuer à faire en sorte que le vin produit soit d'une qualité qui va
plaire aux consommateurs, aux producteurs. Et finalement, au travers de cette notion de qualité, je reprendrai la phrase de Jean-Robert Rogaillon, qui est de dire que la qualité, c'est l'ensemble de ces qualités, tout ce qui le rend désirable pour le consommateur, tout ce qui lui apporte du plaisir. Je crois que si l'œnologie en tant que science est là, elle est pour contribuer à apporter du plaisir au consommateur au final. C'est toujours une idée qu'on a très clairement à l'esprit. Alors, pour poursuivre, sur quoi reposent aujourd'hui les fondements de la recherche en œnologie? Alors, il y a 3 points que j'évoque dans mon exposé qui me semblent être très importants. D'abord, la recherche en œnologie, elle est solidement ancrée dans les connaissances, dans les sciences fondamentales. Et en permanence, elle est irriguée par les sciences fondamentales. Donc, les sciences fondamentales qui sont proches de l'œnologie, c'est la chimie de l'analyse, la chimie des réactions chimiques, des points qui sont très importants, parce que le vin, c'est une solution qui est très très complexe. C'est aussi les micro-organismes du vin, donc leurs caractéristiques, la génétique autour de ces micro-organismes. Dans les années 1990, on a commencé à séquencer le génome des organismes, on a commencé à mieux comprendre la physiologie des micro-organismes au niveau des gènes. Donc c'est des évolutions très importantes. Quand vous dites micro-organismes, les levures, les bactéries? Exactement, voilà, les levures et les bactéries sont les micro-organismes du vin. Il y a les levures de la fermentation, mais il y a aussi les levures de la phase préfermentaire sur lesquelles on se penche aujourd'hui, qui sont d'autres espèces que la fameuse levure Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure de la fermentation. Donc en fait, il y a tout un tas de cortèges d'espèces et de levures et de bactéries qui sont importantes tout au long de l'élaboration du vin. Et puis, il y a un autre point, c'est comme science fondamentale, c'est l'analyse sensorielle. L'analyse sensorielle, c'est véritablement une science qui intègre la psychologie. C'est-à-dire que quand on travaille dans l'analyse sensorielle, on s'intéresse aussi à la façon dont l'être humain va agir, penser, intégrer les connaissances au niveau de son cerveau. Voilà. Donc l'ensemble de ces sciences fondamentales joue un rôle très important pour améliorer la qualité de l'œnologie au service du produit. Alors, à travers quelques exemples. Alors d'abord, la science analytique, la chimie analytique, elle a permis de mesurer, de quantifier des composants du raisin, du vin. Donc dans les années 1950, on a commencé à mesurer, quantifier l'acide malique. Et donc à partir de ce moment-là, on a été en mesure de mieux contrôler le déroulement de la fermentation malolactique. Avant, ce n'était pas possible. Ensuite, dans le courant des années 1980, c'est toujours un sujet qui est actuel, on s'intéresse aux composants qui sont source d'altération de la qualité, c'est-à-dire des mauvais goûts, des mauvaises odeurs. Alors, avec l'objectif de connaître la nature de ces composants, donc, et ensuite de les mesurer, de comprendre l'état de la situation pour trouver des solutions éventuellement, ou sinon, si les solutions ne peuvent pas être trouvées tout de suite, développer des programmes de recherche. Donc un exemple qui va parler à tous les viticulteurs, c'est la problématique Brettanomyces, donc qui est une levure de contamination qui produit des éthylphénols. Moi j'étais étudiant quand on a abordé ce sujet au milieu des années 1980. Appréhender ce sujet, c'était d'abord qualifier les vins avec l'analyse sensorielle et ensuite imaginer quelles étaient les molécules qui étaient responsables de ces altérations. Il a fallu plusieurs années avant d'identifier ces fameux éthylphénols qui n'avaient été que ponctuellement cités dans le vin. À partir du moment où on connaissait les molécules, on pouvait retrouver les levures qui étaient à l'origine de la production de ces molécules, donc les Brettanomyces. C'est simplement fin des années 1980 que les choses sont abouties. Et à partir de là, proposer des règles d'hygiène améliorées au niveau des viticulteurs, recommandations de soutirage régulier, méchage des barriques, et ainsi de suite. Donc l'analyse, c'est très important déjà pour éviter l'altération. C'est aussi important, en couplage avec l'analyse sensorielle, pour mieux comprendre les déterminants de la qualité. Donc déterminants de la qualité, c'est-à-dire les composants du goût, les composants d'arôme. En particulier quand on passe aux composants d'arôme, moi c'est ma spécialité de recherche, on s'intéresse aux composants qui vont donner la tonalité aromatique associée aux différentes variétés. On sait très bien qu'entre un vin de Cabernet Sauvignon, Merlot ou Cabernet Franc, les tonalités aromatiques qui sont très différentes. Quels sont les composants qui sont associés aux spécificités de l'expression aromatique? Donc là, ce sont des travaux qui sont plus complexes parce que la qualité aromatique, ce n'est pas un nombre limité de composés, c'est au moins une dizaine, voire plus de composés qui sont associés, intégrés au niveau de notre cerveau pour donner cette image caractéristique de l'odeur d'une variété. Et pour autant, il y a des travaux qui ont été faits. Alors, un exemple qui a été très abouti à Bordeaux, ce sont des travaux qui ont été faits sur l'arôme du Sauvignon blanc.
L'arôme du Sauvignon blanc, il y a des notes d'agrumes, il y a des notes de buis, il y a des notes de pêche. Début fin des années 1980, on ne savait pas du tout à quoi étaient dues ces odeurs. On s'est rendu compte que ces odeurs étaient dues à des composés présents en très faible quantité, et que ces composés, c'est important de les connaître pour comprendre qu'ils venaient du raisin, que la fermentation permettait de libérer ces composants, et qu'ensuite c'était des composants qui étaient très sensibles à l'oxygène, donc il fallait être vigilant pour protéger l'arôme du vin. Donc finalement, avec cette connaissance, on a été en mesure de développer de nouveaux protocoles pour améliorer les conditions de vinification des producteurs. Alors un autre aspect très important des sciences, de l'intégration des sciences fondamentales, c'est ce qui concerne la microbiologie. Donc je l'ai évoqué brièvement, connaissance des micro-organismes, connaissance des gènes. Donc parmi les conséquences pratiques, ça a été des sélections de levures. Sélection de levures qui présentent de meilleures aptitudes fermentaires, soit et plus de potentialité de réaliser la fermentation, par exemple sur un jus de raisin riche en sucre. Sinon, le problème, c'est l'arrêt de fermentation. Mais aussi, comme on l'a évoqué avec le Sauvignon blanc, des souches de levure qui soient à même de mieux libérer le potentiel de qualité présent dans le fruit. En matière aromatique. En matière aromatique. Alors par contre, le rôle de la souche de levure dans le contexte de la vinification au rouge n'a jamais été bien établi. Sinon, pour dire que la souche de levure joue un rôle important pour permettre qu'il y ait un bon déroulement de la fermentation alcoolique. Alors, l'activité de la recherche dans la microbiologie a été très active, et à un point que, dans la fin des années 2000, dans le milieu des années 2000, on avait plusieurs dizaines de souches qui avaient été sélectionnées dans les vignobles. Alors, il y avait le spectre de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui a commencé à apparaître, et heureusement, très intelligemment, on n'a pas du tout voulu aller dans cette voie, et finalement c'était tout à fait opportun, parce qu'en fait en faisant des observations, en recreusant au niveau d'une science un peu plus fondamentale, on a refait ce que M. Mandel faisait avec ses petits pois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au laboratoire, prenant des souches de levure qui viennent de parcelles de vigne, on peut les croiser, obtenir une descendance et utiliser cette descendance. Cette descendance, elle est issue de levures qui viennent de parcelles de vigne, elle est construite au laboratoire, cette question de levure véritablement œnologique. Et donc, par exemple, il y a des souches qui ont été développées qui présentent de meilleures aptitudes à résister à des températures élevées. Donc, par rapport à des contraintes de la vinification rouge, ça peut être plus intéressant. Alors, un autre aspect aussi des connaissances en microbiologie, c'est l'écologie microbienne. Quelle est la situation dans les vignobles quand on s'intéresse à une parcelle de vigne ou un chai? Est-ce qu'il y a une très grande diversité de souches ou d'espèces de levures? Est-ce que cette diversité est relativement limitée? On a été assez surpris, beaucoup surpris les professionnels, du fait que finalement il y a une diversité qui est relativement limitée. En 1990, ça a déjà été établi, à Bordeaux comme ailleurs. Ça veut dire que la notion défendue par certains, qui est intéressante, de levure spécifiquement associée à une propriété, les levures endogènes, n'est pas une vérité scientifiquement établie. Même si on peut comprendre qu'il y a un intérêt, dans le cadre d'une typicité, à révéler avec toutes les spécificités du lieu de production. Mais la vérité, elle est là. Et donc à partir du moment où on a une connaissance, ça permet d'avoir peut-être une autre réflexion par rapport à un sujet donné. Alors, ce qui est très important ensuite pour poursuivre, c'est que la recherche en œnologie, elle se fonde beaucoup sur l'observation empirique. Souvent, l'observation empirique, c'est décrié parce qu'on dit que c'est pas tellement construit scientifiquement. Jean-Louis Berrueillot lui-même a beaucoup insisté pour défendre l'intérêt de l'observation empirique. L'observation empirique, c'est-à-dire le vinificateur qui répète maintes fois une expérience et se rend compte, par exemple, que les caractéristiques de goût ou d'odeur de son vin sont dans telle circonstance quand il travaille de telle manière. Ces deux observations empiriques, ce sont toujours les meilleures hypothèses pour les meilleurs travaux de recherche que l'on fait en œnologie. Donc à partir du moment où on a des bonnes observations empiriques, on les décline en questions scientifiques, on cherche à faire un travail approfondi, fondamental, et à partir de là, on recrée des expérimentations pour apporter une plus-value aux professionnels. Moi, je suis professionnel, viticulteur, et je me rends bien compte que les meilleures idées que j'ai pu avoir, c'est d'abord dans les chais que je les ai eues. Alors, en même temps, ce qui est très important dans l'approche, c'est en œnologie d'intégrer tous les aspects, pas spécifiquement rester sur les aspects de chimie ou les aspects de biochimie, il faut intégrer tous les aspects de microbiologie, la chimie, les procédés, quand on veut faire progresser un sujet en œnologie. Voilà.
Alors, pour conclure, beaucoup a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'œnologie a apporté beaucoup aux professionnels pour maîtriser la vinification, l'élaboration du vin. Comment on peut situer la perspective et l'avenir? Alors, d'abord, il y a d'énormes enjeux qui se présentent à nous. Les enjeux qui ne sont peut-être pas directement autour du produit, encore qu'il faut défendre une identité de goût, une complexité de saveur, des goûts peut-être pour des jeunes générations qui sont différents des goûts des générations passées. Mais il y a aussi des enjeux par rapport à une attente de notre société d'utiliser de moins en moins d'intrants. On va parler des fameux pesticides, ou de faire le moins de traitements possible sur le vin. Ça, c'est des enjeux qui sont très importants sur lesquels on commence déjà à se pencher en interaction avec nos collègues des sciences de la vie, donc les spécialistes de physiologie de la vie, les spécialistes de pathologie de la vie, c'est-à-dire de tout ce qui concerne des maladies. Et il y a sans doute des solutions qui vont émerger, parce qu'il y a justement au sein de l'ISDV ce terreau qui permet d'avancer sur ce sujet. Il y a un autre aspect important aussi à évoquer, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a encore à approfondir les connaissances sur ce qui fait l'identité et l'originalité des vins, et en particulier le rôle joué par le terroir. Donc ça, c'est des choses qui sont observées, que véritablement le terroir, ce n'est pas simplement un phénomène de construction sociale, il y a véritablement un impact du terroir sur les composantes de goût, de saveur, d'expression aromatique des vins, mais l'œnologie ne sait pas l'expliquer aujourd'hui. Donc il y a un besoin de progresser dans les connaissances sur ce sujet. Et donc finalement, il y a énormément de champs qui sont ouverts à l'œnologie. Et comme le disait Émile Pénaud, l'œnologie, c'est une science dynamique qui doit être en interaction avec le produit, à la fois associant les applications et puis les connaissances fondamentales. Et je crois que cette discipline a de beaux jours devant elle pour répondre aux attentes de la filière de la vigne et du vin. Merci beaucoup.